Le pire de la crise est passé. Mais le pire de quoi? Le niveau du PIB est devenu trop bas. Trop bas pour suffisamment solliciter les machines en place et nécessiter l'achat de nouvelles, donc d'investir. Trop bas pour renforcer les équipes, donc créer des emplois et dégeler les salaires. Trop bas aussi pour stopper net l'effort public, donc éviter la rechute. À trop se concentrer sur les chiffres de la croissance, on en oublie que le niveau d'activité reste déprimé. Ce qui compte, c'est les niveaux du PIB par rapport à ce qu'il aurait dû être, car c'est de lui dont dépendent l'investissement, le chômage, les hausses de salaire, les déficits publics. Et de ce côté-là, nous sommes loin du compte. Surtout, il ne faut pas se tromper sur la bonne résistance de la consommation au troisième trimestre. Elle est liée au phénomène passager de la fin de la prime à la casse. Or, si l'Allemagne joue à l'extérieur, la France, elle, joue à domicile. Finalement, sans consommation, il n'y a pas ou peu de croissance en France. En d'autres termes, la capacité de l'économie française à fabriquer de la croissance repose essentiellement sur le potentiel des ménages à dépenser plus. C'est ce que dévoile cette première slide sur l'évolution de la contribution de la consommation à la croissance totale et celle du PIB depuis 2004. Cette caractéristique a entraîné une adaptation de notre système fiscal, dont la principale ressource est issue des recettes de TVA. Plus de la moitié du budget de l'État dépend uniquement de la collecte de la TVA. Autrement dit, 1 euro sur 2. Une simple contraction de 2% de la consommation en valeur et c'est près de 2,6 milliards d'euros qui s'évaporent, et avec eux autant de possibilités d'action. Rappelons, pour mémoire, que le budget de la prime à la casse aura été d'environ d'1 milliard d'euros. Si la consommation flanche, ce n'est pas seulement notre modèle de croissance qui est brisé, mais notre système fiscal qui est ébranlé. Sans dépenses des ménages, il est illusoire d'espérer un quelconque retour à l'équilibre budgétaire. Les rares périodes d'amélioration de nos finances publiques, comme à la fin des années 90, coïncident avec une consommation forte. Dès lors, nos anticipations sur les 2 prochaines années ne peuvent se départir d'un certain pessimisme. Et nos prévisions de PIB pour 2011 et 2012 ressortent respectivement à 1 et 1,3%, après un millésime 2010 finalement décevant. Le compteur restera bloqué à 1,5% cette année. Il est néanmoins impératif de plonger dans la réalité des secteurs et des entreprises pour saisir le modèle de croissance français. La croissance est toujours appréhendée, que ce soit par les politiques ou les journalistes, sous l'angle des grands agrégats macroéconomiques. C'est oublier que la richesse est créée au quotidien par les entreprises. Le PIB, c'est aussi et surtout la somme des valeurs ajoutées des secteurs. Le tissu économique se régénère en permanence et les forces créatrices sont plus puissantes que celles de la destruction et par couches successives, un modèle de développement s'est mis en place. Ce qui le rend si particulier, c'est qu'il est moins pur que le modèle allemand, basé sur le tout industriel. La force de la France, c'est d'être multipolaire. C'est ce qui ressort de notre panorama prospectif des secteurs. Sur l'axe horizontal a été représenté les poids des différentes branches d'activité dans la valeur ajoutée totale du pays, c'est-à-dire de la richesse créée. Sur l'axe vertical est positionné le potentiel de croissance attaché à chacun de ces secteurs. Cela nous a permis de dégager 3 groupes distincts. En bas, les secteurs en déclin, puis ceux qui sont menacés, pour arriver tout en haut aux secteurs à fort potentiel. L'objectif est de comprendre pourquoi des filières poursuivent leur déclin alors que d'autres, sur une voie royale, fabriqueront la croissance de demain. Avant de donner 2 illustrations emblématiques de ce classement, un tour d'horizon général permet de brosser les grands traits sectoriels du paysage français, nos spécificités qui se retrouvent dans cette slide dans l'ellipse. La France se distingue des autres pays occidentaux par l'importance des dépenses d'État et des collectivités. Les services administrés représentent 20% de notre PIB, ce qui explique l'importance de l'ensemble baptisé administration. Cela se concrétise aussi par la puissance de son couple agriculture-IA,
qui a su tirer parti de la globalisation en s'imposant un peu partout sur la planète. À l'autre bout de la chaîne, c'est également une industrie de la distribution dominatrice. Carrefour est le second réseau de grande distribution au monde. Concepteurs donneurs d'ordre, les réseaux de distribution sont des créateurs de valeur en masse. Il ne faut pas oublier non plus l'industrie. La France conserve une base manufacturière installée compétitive, notamment dans les domaines des transports ou des industries de la défense. Le BTP immobilier, l'industrie financière et les services sont également de puissants moteurs de création de richesses. Macroscopique, notre approche ne permet pas d'entrer dans tous les détails. Dans une branche d'activité en régression, subsistent toujours des entreprises performantes à la fois en termes d'activité et de résultats financiers. Toutefois, les secteurs sur le déclin partagent le plus souvent 6 caractéristiques communes. 1. Ce sont très majoritairement des secteurs industriels. 2. Le rapport de force est passé des fabricants aux commerçants. De plus en plus puissantes, ces dernières ont la capacité, grâce aux nouvelles technologies, de mettre en concurrence les industriels, quelle que soit leur localisation. 3. La lutte s'effectue essentiellement par les prix. Les produits sont standardisés, peu différenciables. 4. Le coût de la main-d'œuvre constitue une part importante du coût total. 5. Les coûts de transport y ont été considérablement réduits. 6. Le manque de robotisation est un mal chronique. L'exemple le plus emblématique des secteurs en déclin est certainement l'habillement. Il aura fallu à peine 20 ans pour que disparaisse l'industrie de l'habillement en France. 20 années marquées par l'effondrement de 95% de l'activité en volume, la disparition des 3/4 des façonniers et de leurs effectifs passés de 60 000 à 5 000 salariés. Au cœur de ce chaos, la modification radicale du business model de l'industrie de l'habillement et un rapport de force devenu totalement favorable à la distribution. Une distribution axée sur les prix, avec le double effet d'une concentration toujours plus forte pour acheter en masse et de la globalisation des achats. Face à des producteurs qui avançaient en ordre dispersé, le pouvoir de marché s'est exclusivement retrouvé entre les mains des commerçants. L'impact a été d'autant plus dévastateur avec l'arrivée des nouvelles technologies. L'informatique et les réseaux ont procuré aux distributeurs des outils d'une efficacité inédite et redoutable en permettant la mise en concurrence des industriels partout dans le monde. Dans un secteur exposé à la concurrence internationale, dont les produits sont le plus souvent standardisés ou facilement imitables, et où la main-d'œuvre représente une part importante du coût total, la bataille contre les pays émergents était perdue d'avance. Il est illusoire de croire en une quelconque relocalisation de la production des produits standards. Le différentiel du coût salarial horaire est insurmontable dès lors que le produit usiné est intensif en main-d'œuvre. La France a d'autres cartes à jouer. Le triptyque mode, création, design en fait partie, mais pas seulement. La stimulation de la R&D dans les textiles techniques, vêtements intelligents, vêtements pour les professionnels de la santé, etc., a très forte valeur ajoutée et fortement intensive en capital et en main-d'œuvre qualifiée, permettra de prendre de solides positions dans le textile de demain. Des évolutions nécessaires qui permettront certainement d'enrayer le déclin, voire de constituer une poche de résistance, sans pour autant favoriser le retour à des niveaux de production et d'emploi des années 80. À peine égratignés par la crise de 2009, les secteurs à fort potentiel forment une base solide sur laquelle s'appuyer au cours des prochaines années pour assurer un fonds de croissance. Ils pourraient même jouer le rôle de locomotive de demain. Ils bénéficient d'une politique réglementaire favorable, Grenelle de l'environnement, etc., qui peut aller jusqu'à créer des nouveaux marchés. Ils tirent également profit des évolutions démographiques, le vieillissement de la population, voire culturel, montée en puissance des considérations écologiques. Ces secteurs présentent la plupart du temps l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. 1. Un cycle de recherche et développement long, nécessitant l'immobilisation d'importantes ressources financières. En d'autres termes, un temps long
qu'il ne convient pas à la nouvelle finance rythmée par la publication trimestrielle des résultats. Ces champions nationaux doivent donc échapper au diktat de la valeur actionnariale, synonyme de maximisation de la valeur boursière instantanée, et où seule la valeur liquidative des actifs pour les actionnaires prime. 2. Un État innovateur, développeur. C'est une tradition française. Nombre des bastions de l'économie française ont été impulsés par l'État, de la filière nucléaire en passant par la santé-pharmacie jusqu'au spatial. La force de l'État a ensuite été, une fois le secteur lancé, de se désengager de la gestion courante pour le laisser à des opérateurs privés, tout en conservant un minimum de contrôle sur la gouvernance. 3. Une réglementation favorable. Des lois peuvent faire ou défaire des marchés. Sans la prescription d'un contrôle technique automobile obligatoire, la profession n'existerait pas. Sans la volonté de réduire la pollution des eaux rejetées, le secteur de l'épuration des eaux usées resterait marginal. Un bémol. Les normes et autres contraintes techniques sont des voies d'entrée garanties par l'État, qui peuvent également profiter aux importateurs dès l'instant où les fabricants étrangers ont les moyens de les respecter. 4. Les évolutions culturelles et sociétales. Le vieillissement de la population, la montée des préoccupations environnementales, consacrées par le Grenelle de l'environnement, la volonté des entreprises de se recentrer toujours davantage sur leur core business sont également sources de croissance. 5. L'imprésence d'un leader capable de tirer l'ensemble d'une filière. On ne le répétera jamais assez, la présence d'un champion national ancré sur le territoire, capable de s'imposer sur son propre marché domestique et de se projeter en dehors des frontières est un bien inestimable, sur lequel vit tout un écosystème. Un raisonnement pas l'absurde suffit à le démontrer. Que reste-t-il de la filière sidérurgique française depuis qu'Arcelor est passé sous la coupe de Mittal? Un leader de classe mondiale est aussi le garant d'une parfaite maîtrise des arcanes du pouvoir, permettant de bénéficier des retombées des grands contrats internationaux. La success story du train est là pour rappeler que l'industrie française n'est pas condamnée et que des secteurs encore très compétitifs sont capables de s'imposer partout dans le monde. Dans le cas de l'industrie ferroviaire, la conjonction de 3 facteurs lui a permis de se hisser et de conserver sa place de filière parmi l'une des plus performantes de l'économie française. D'abord, le rôle essentiel de la puissance publique, à la fois à l'origine de la création du secteur et parce que la commande publique fait le marché français. Ensuite, son fort contenu technologique, pour lequel le cycle de recherche et de développement est long. Le concept du TGV remonte à 1967 avec le lancement du projet C03 par la SNCF et l'industrie ferroviaire. Les essais de la première version du TGV se déroulent courant 1972. En septembre 1981, soit 14 ans après la première étape du projet, François Mitterrand l'inaugure. La concurrence dans ce secteur relève donc plus de l'innovation que du prix stricto sensu. Enfin, Alstom, leader français, est également l'un des champions mondiaux. Il est capable de s'imposer sur n'importe quel continent. Compte tenu de sa taille, de son dynamisme, le numéro 1 hexagonal a un fort effet d'entraînement sur tout un réseau de sous-traitants. Dès lors, on ne peut que s'émouvoir de la bataille perdue par le groupe français, semble-t-il, face à Siemens pour la livraison de rames à grande vitesse à Eurostar. La France a un atout face à l'Allemagne, la puissance de ses multinationales. Avec la disparition de Péchinet, l'aluminium est parti de France et n'est jamais revenu. Cela a entraîné la disparition complète de la filière. Quand Arcelor a été repris par Mittal, cela a été au tour de l'acier de partir. Autant de leçons à méditer.